Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de la Viso, c'est l'émission de la rentrée avec Maya Termination. Termination de la section Viso à Vive. Bien sûr, Maya, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui Lise, nous allons parler de journalisme de guerre, plus particulièrement de la place des femmes journalistes en zone de conflit. Alors dans ce milieu masculin et sur des terrains hostiles, comment exerce-t-on ce métier lorsqu'on est une femme ? Les femmes journalistes racontent-elles différemment les conflits et quel regard portent les femmes journalistes sur leur sujet ? Également, quel regard porte-t-on sur elles ? Toutes ces questions, on va en discuter aujourd'hui pour finalement essayer de décortiquer si être une femme reporter de guerre, c'est une contrainte ou un atout. Bonne question, très bonne question. Nous avons la chance de recevoir l'une d'entre elles, Olga Kravets. Alors Olga, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Olga, vous êtes auteure, vous êtes réalisatrice de documentaires et ex-photojournaliste. Vous avez plus particulièrement travaillé sur la question de la mémoire et des droits de l'homme en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques, mais également au Congo et en Syrie. Vous êtes notamment la co-auteure, avec deux autres de vos consoeurs, d'un livre intitulé Grozny 9 villes qui porte sur les deux guerres en Tchétchénie. Ce projet, c'est aussi une installation combinant photos et vidéos, notamment exposée aux rencontres d'Arles. Et vous avez reçu plus d'une douzaine de prix pour votre travail au global. Alors, Olga, très simplement et pour débuter ensemble, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste de guerre ? Merci pour cette invitation. C'est important pour moi pour commencer pour cette rentrée. J'ai envie de dire que c'est la question que je m'ai beaucoup posée après coup. Parce que j'avais 19 ans quand je suis partie pour la première fois dans la zone de conflit. C'était l'attentat de Beslan pour la rentrée scolaire dans la République caucasienne au Sud du Nord, en Russie. Donc, c'était un attentat qui a pris centaines de morts, beaucoup d'enfants. Donc, c'est très touchant qu'on parle en fait de mes débuts. Là, dans quelques jours, on va fêter ce triste anniversaire. Et en fait, après coup, je me suis beaucoup posé cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Et en fait, j'ai toujours grandi avec la guerre en arrière-plan. Quand j'étais petite, vous avez grandi où? Rappelez-nous. Oui, j'ai grandi à Moscou. Mon père est ukrainien de Kiev et ma maman est russe de Saint-Pétersbourg, de Leningrad à l'époque. J'ai grandi à Moscou avec la guerre justement de Tchétchénie en arrière-plan tout le temps à la télé. Et je comprenais à travers des conversations de mes parents que la télé déjà était en train de nous mentir. Ah oui. Et tout simplement, quand j'avais 18 ans, j'ai pris mon premier stage dans un média et comme j'ai eu de la chance, je parlais déjà super bien anglais. À l'âge de 19 ans, je me suis incrustée pour être une fixeuse. Donc fixeuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, c'est quelqu'un qui parle la langue, qui a des savoir-faire journalistiques et qui accompagne les reporters étrangers sur le terrain des conflits ou d'ailleurs ailleurs où ils ne parlent pas la langue, où ils se trouvent pour la première fois. Donc, j'ai eu de la chance d'être embauchée par le Sunday Times Magazine, un grand magazine anglais, avec un grand reporter qui s'appelait David James Smith, qui a couvert le siège de Beslan. Et à l'âge de 19 ans... le siège de Beslan, oui. L'école. À l'âge de 19 ans, je me suis trouvée dans cette ambiance terrible. Je pense que je vais toujours avoir ce souvenir en fait des corps brûlés des enfants dans l'école. C'est l'odeur qu'on porte avec nous-mêmes toute sa vie. Et je pense que après, ça m'est venu dans la tête que ma grand-mère maternelle, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, elle m'a toujours parlé de la guerre. Et je pense que quelque part, dans ma tête... Qui a fait, c'est-à-dire qui l'a subi ou qui a été dans la résistance ou chez les partisans ou... Elle était justement, elle faisait partie de l'armée soviétique qui prenait des femmes et elle était dans la défense antimissile, elle était dans les tranchées et d'ailleurs elle a beaucoup moqué mon grand-père, son mari, parce que lui était ingénieur dans la communication, donc il a passé la guerre dans le bureau. D'accord. Et je pense que ma sous-conscience a apporté ses fruits au bout de moment et
à l'âge de 18 ans, je me disais, en fait, si je veux être un journaliste, je veux être un reporter de guerre. Alors, en fait, est-ce que les femmes qui exercent le métier de reporter de guerre l'exercent de manière différente? Tout à fait. J'aimerais bien commencer quand même par les contraintes, parce que nous, les femmes, on porte beaucoup de contraintes. On nous rapproche de ne pas avoir le temps d'avoir les enfants. D'ailleurs, j'ai 39 ans. On nous rapproche qu'on fait le métier masculin. On nous rapproche qu'on n'est pas à notre place. Et ce qui est très important et qui n'était pas le cas pour mes consoeurs françaises ou américaines que j'ai connues plus tard, quand je commençais en Russie, tous les exemples, c'était les exemples masculins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai décidé de me comporter comme un homme qui fait ces choses-là. Et ça veut dire quoi, se comporter comme un homme? C'est-à-dire, c'est imposer, boire beaucoup de vodka avec les soldats russes pour avoir les infos. Même si je déteste le vodka, mais il faut tenir le coup, il faut être forte. Porter des pantalons des couleurs acquis que j'ai détesté. Porter une espèce d'écharpe et tout. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, d'assumer ma rôle très, très différent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes deux parents dans le métier, qui étaient les hommes, mais l'un était un photojournaliste afro-américain, Stanley Green, qui a malheureusement décédé depuis, mais pas des guerres. Il est mort de cancer après avoir couvert 40 guerres, donc c'est une énorme chance. Et un autre photojournaliste russe, Yuri Kozyrev, et c'était deux photojournalistes pas du tout masculins comme on l'imagine. C'était des hommes qui sont beaucoup soutenus les filles dans le métier. D'accord. Mais encore une fois, j'ai eu une énorme chance. La plupart des hommes n'y voulaient pas qu'on prenne leur place. Et c'est plus tard, quand j'ai commencé à voyager, quand je me suis installée ailleurs, j'ai rencontré beaucoup des autres consoeurs, notamment André Bruce, un photojournaliste américain qui m'a beaucoup inspirée, et tout en étant en plus maman célibataire. Qui revient toujours à courir le conflit. Mais c'était triste de ne pas avoir ces exemples quand j'ai démarré. Construisant dans vos débuts, je comprends. Alors, donc ça, c'est les contraintes. Et alors, est-ce que vous pensez que ça vous apporte quand même un angle différent? Est-ce que ça apporte au photojournalisme ou au journalisme un angle différent, le fait qu'il y ait des femmes reporters? Tout à fait. Et je pense que ça change plus en plus. J'ai parlé hier avec ma copine qui travaille à Reuters, et c'est même une démarche que l'agence de presse a pris maintenant, de proposer, après bien sûr, ils ont le droit de refuser parce qu'ils ont un CDI, d'envoyer plus en plus de femmes reporters de guerre dans les zones de conflit. Parce qu'en tant qu'agence, et plus largement dans le métier, on commence à comprendre que le regard des femmes, il n'est pas juste plus douce, c'est que les femmes, on ne cherche pas forcément le bang-bang, les tranchées, des prix qui nous viennent après. Si on a pris une photo incroyable et où on a tourné en séquence des malades, on cherche à raconter l'humanité. Et quelque chose qui, pour moi, être une femme, un atout incroyable. Donc, je passais 15 ans à travailler en Tchétchénie, par exemple. C'est une république monoethnique et musulmane. Et par exemple, mes confrères hommes, ils ont pas l'accès à la vie des femmes tout court. Moi, pour les hommes, je suis quelqu'un, on peut dire, de sexe flou. Bon, elle porte les pantalons. Quand même, en Tchétchénie, je portais toujours la voile. Et pantalon et robe pour respecter les traditions. Mais c'est le choix que j'ai pris. C'est le choix que j'ai pris pour être mieux accepté. C'est pas quelque chose qui m'a été forcé. Et ça a marché. Et ça a marché. Et j'avais accès aux hommes parce que j'étais elle n'est pas vraiment une femme comme on a l'habitude de côtoyer. On va le parler quand même. En plus, elle connaît l'histoire. Et pour les femmes, j'avais une carte blanche. Oui. Et le regard que les hommes portent sur vous, pas le regard que vous avez sur les autres, c'est différent quand on est reporter de guerre? Ça dépend clairement des endroits où je travaille. Par exemple, comme je dis déjà, dans le pays largement musulman, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même accepté parce qu'on n'est pas du coin. On vient d'ailleurs et du coup, ils acceptent. Chez eux, c'est comme ça, ils ont envoyé une femme, on va vivre avec. J'ai eu de la chance à travailler dans le Kurdistan syrien, une société incroyablement égalitaire. Et c'était la première société où j'ai travaillé où personne m'a posé cette question, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était juste tout à fait normal. Et d'ailleurs, ils ont la tradition de
partager les cigarettes avec tout le monde, donc jamais autant de fumée dans ma vie, parce que pour chaque conversation, il fallait refumer et refumer. C'est une partie des choses très culturelles. Ça va loin le métier de journaliste, il faut payer de sa personne, il faut boire, il faut fumer. Ah oui, non, mais on vit beaucoup avec le stress post-traumatique qui restera toujours avec nous. Et d'ailleurs, j'ai besoin de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui le cachent. Et plus on le cache... C'est peut-être d'ailleurs un aspect aussi de l'ambiance masculine, enfin le masculin neutre qui règne dans cette profession, c'est-à-dire de dire mais moi il n'y a rien qui me touche, j'en ai vu d'autres. Est-ce que c'est pas un peu lié aussi au fait que c'est un environnement très masculin, du coup de dire Requête s'est écrasée à 2 pas de moi, mais ça va. Oui, sauf qu'il y a exactement ça qui fait en sorte qu'après ils perdent leur capacité de travailler. Il y a beaucoup de reporters de guerre qui finissent malheureusement avec un énorme problème de santé mentale ou de l'alcoolique, soyons clairs. Et il y a une ONG anglaise qui s'appelle Rory Peck Trust qui est nommée d'après un monsieur qui est mort dans la zone des conflits, Rory Peck. Et cette ONG lutte beaucoup pour la prise de parole autour de santé mentale des journalistes de guerre. Oui, le fait de vivre dans le déni, finalement, ça ne les aide pas à travailler autour de cette question, quoi. Ça va que empirer les choses. Alors, Olga Kravets, justement, vous êtes très attachée à la mémoire, à l'exploitation des archives, et c'est d'ailleurs l'objet de votre dernier projet qui porte sur la mémoire du kibbutz Nir Oz, un kibbutz que vous connaissez, qui a été créé en 1955, qui se trouve, comme chacun sait aujourd'hui, à la frontière de la bande de Gaza, et qui a été l'un des plus touchés le 7 octobre, avec une quarantaine de décès, 85 otages, sur une population d'environ 400 personnes. Alors, pourquoi ce documentaire et qu'avez-vous envie d'en dire? En fait, quand le 7 octobre arrive, je suis à Bayeux au Festival des correspondants de guerre, en train de faire la lecture des portfolios des jeunes photographes. Et à ce moment-là, je suis convaincue qu'il ne bougerait pas nulle part, parce que j'ai écrit mon propre film sur mon histoire familiale russo-ukrainienne et comment, en fait, on vit cette guerre quand on est correspondant de guerre, mais en fait, on n'a plus la force d'aller le couvrir parce que c'est tellement personnel, c'est tellement dur. Et je sais à ce moment-là que ce film va prendre des années d'écriture et je me trouve souvent bloquée. Et il faut aussi savoir que dans ma famille russe, l'archive n'existait pas parce que ma grand-mère, dont j'ai vécu au début de l'émission, était très communiste. Donc, ça peut expliquer pourquoi elle a décidé de cacher certaines choses de son passé pour avancer dans le parti communiste. Dans ma famille ukrainienne, il n'y a absolument rien parce qu'on estime que probablement c'était des juifs qui ont fui le pogrom et qui ont ukrainisé leur nom et leur prénom. Donc, énorme problème d'archives. Heureusement, Ukraine numérise beaucoup d'archives actuellement. Je peux demander beaucoup de choses en ligne, mais j'attends de pouvoir y aller et en fait toucher ces documents si j'arrive à les trouver. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de livres qui étaient brûlés dans le programme. À ce moment-là, arrive le 7 octobre. Évidemment, on est un festival de journalistes de guerre. On arrête tout ce qu'on est en train de faire, on regarde les news. Et un ami de kibbutz, Shachar Wahab, qui a heureusement survécu, sa femme est française, son fils est français. Ils ont très vite évacué à Paris. Et quelques jours après, on se retrouve au parc de Sceaux pour juste parler. Et il me raconte tout de suite qu'il a beaucoup d'archives dans sa famille, son papa a toujours filmé, lui il a toujours photographié et malheureusement avec tellement de morts, il se trouve que Shachar c'est le dernier photographe de kibbutz. Il a même filmé le matin du 7 octobre. Il me montre ces images absolument terribles et à ce moment-là, en fait, ça n'a pas venu de moi. Je suis venue voir un ami, j'étais juste très ravie qu'il a survécu et à ce moment-là, il me dit, il faut faire quelque chose avec. Et comme tu maîtrises l'archive et tout, essayons de faire quelque chose. Et en fait, quand les projets de telle ampleur tombent sur toi, j'ai juste dit oui et on est allé assez vite dans le kibbutz. On n'a pas récupéré autant d'archives de son papa qu'on a souhaité. Mais donc vous êtes parti en Israël après? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes allé en Israël à quelle période? C'est fin novembre. D'accord. Qu'on est parti faire le repérage. Et à ce moment-là, quand on ne trouve pas assez de VHS de son papa, Shachar s'en souvient parce qu'on imagine quand même qu'il a encore des traumas présents. Et c'est pas tout qui vient tout de suite dans la tête, mais il pense, ici on va dans l'atelier de Chaim Perry, qui a été enterré la semaine dernière,
Haïm a beaucoup filmé. Au bout d'un moment, il n'a jamais numérisé ses archives et il faut absolument le sauver. Et on descend dans son atelier, on ouvre le placard et en fait, on a rempli un énorme 4x4 de ses bobines, de ses VHS, des choses qui étaient tournées pendant 40 ans. On attend leur numérisation. Donc, c'est trop tôt à vous répondre de quoi exactement va parler ce film, parce que quand on est dans l'écriture... Vous reviendrez nous en parler, hein? Avec plaisir. Oui. Mais quand on est dans l'écriture documentaire, il y a beaucoup de choses qui vont porter sur tout ce que Haïm a filmé. Mais ce qui est sûr, qu'il y a un espèce de rite de passage. Rappelez-nous qui était Haïm Perry. Haïm Perry, déjà, c'était un des membres fondateurs de Kibbutz. Oui. Il avait 80 ans au moment quand son corps était retrouvé. Haïm était beaucoup de choses. Un homme hors norme. Je le rencontrais très, très vite et ça me porte beaucoup de la peine ni pas l'avoir connu beaucoup. Et d'ailleurs, je n'ai pas aimé le portrait que je fais de lui à l'époque. Donc, il faut que je retrouve mes pellicules pour le renumériser. Peut-être je vais avoir un autre regard. Haïm était aussi un commissaire d'expo dans la galerie de Kibbutz qui s'appelait White House. Elle a exposé les artistes de toutes les origines, les Palestiniens, les Bédouins, les Israéliens, les artistes internationaux. Haïm était aussi un énorme activiste de paix qui militait pour Peace Now et pour Road to Recovery. Donc, à la fin de sa vie, il a beaucoup véhiculé les enfants de Gaza dans les hôpitaux pour qu'ils puissent être soignés. Haïm a des enfants, des amis de tous les côtés de ce conflit. Et il est vraiment apprécié par tout le monde parce qu'il savait parler à tout le monde. Et pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui on a envie de rendre vivant dans ce film, même s'il est plus avec nous. Ce qu'il faut préciser, du coup, c'est que finalement, ce documentaire, le 7 octobre, c'est un peu le début ou la fin du documentaire, mais c'est pas le cœur. Enfin, ce que vous voulez montrer, c'est ce kibbutz particulier, ces gens particuliers, cet esprit, en fait. Et ça c'est pas uniquement centré sur le 7 octobre. Pas du tout, tout à fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a déjà un millier de documentaires qui est en train d'être faits ou en train d'être fini sur le 7 octobre. Pour nous, le 7 octobre, c'est terrible, mais c'est un déclencheur, mais pour pouvoir en fait préserver les archives. Préserver les archives, c'est aussi lutter contre le crime contre l'histoire. Parce que si on abandonne les archives, quand tout le monde part, ces archives vont disparaître. Si on parle des bobines qui sont 50 ans déjà, donc certains sont très abîmés, il faut les restaurer. Et en fait, c'est pas un film sur le breaking news, c'est pas le film sur l'actualité chaude, c'est un film qui, on espère, va apporter pas juste des questions, mais réponses sur ce conflit. Et on espère, avec Shahar, qui est effectivement à l'origine de ce projet, qu'on va être à l'auteur de Haïm, qui a tout lancé, qui a tout documenté et qui a aussi... il faut savoir que Haïm a lutté pour le mémoire toute sa vie. Il était parmi les gens qui expliquaient aussi et aux membres de kibbutzim et aux visiteurs qu'est-ce qui était sur la terre des kibbutz avant que kibbutz devienne kibbutz. Notamment, on a parlé avec un artiste palestinien qui l'a exposé. Il a dit la première chose qu'il m'a montré quand elle m'a ramené à la galerie pour dire ça, c'était une maison arabe et je le préserve. C'est la dernière maison qui reste là-bas. Oui. Ça laisse ça un fait peu des frissons. sans voix, hein, ça donne des frissons. Ça nous laisse sans voix votre travail incroyable, Olga Kravets. On va bientôt terminer l'émission très rapidement. Quels sont les souhaits que vous émettez et quand, par rapport justement à l'évolution de l'actualité, et quand est-ce que votre documentaire, vous pensez, pourra sortir? Bon, on espère. Oui. Dans 1 an et demi, plus un mois. Ah oui. Mais ça fait déjà quelques mois qu'on numérise les archives. D'accord. C'est un travail hors norme. Et c'est les archives, en fait, qui vont dicter notre timing. D'accord, on comprend. Un souhait pour terminer? Un souhait pour terminer, j'ai un sac derrière moi, c'est écrit « Faites le vent et pas la guerre » que j'ai acheté en vacances. J'étais tellement saturée de toutes les guerres. La guerre personnelle entre la Russie et l'Ukraine, la guerre que je suis tous les jours en Moyen-Orient. Et en fait, j'ai envie aussi de pouvoir profiter de la vie.
Eh ben, quand je ne fais pas mon travail. C'est ce qu'on vous souhaite. Profitez un maximum. Maya aussi, profitons. Maya, on se retrouve très vite dans le studio de Radio J. Une actualité très très vite pour la Viso oui, et le CRIF. La Viso, le CRIF se retrouve tous les vendredis à 12h15 pour les rassemblements des maires de l'Espoir qui consistent à humaniser et parler des personnes otages. C'est généralement au Trocadéro, mais là, en avec raison, les JO, voilà. non. Donc, ce sera sur le parvis des 260 enfants. C'est juste derrière l'espace des Blancs-Manteaux, dans le quartier de la rue des Rosiers, dans le Marais. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. C'est très bien, métro Saint-Paul ou hôtel de ville. J'y vais depuis 3 semaines et c'est vraiment important de montrer que nous sommes là. Merci Maya, merci Olga et à très vite sur Radio J. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.